Bonjour. Bonjour à tous. De retour. Rebonjour Mélissa Martin à mes côtés, vice-championne de France 2019. Tu vas le répéter à chaque fois ou... Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut dire et redire. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place, qui aimeraient avoir ton niveau. En tout cas, merci de faire tous ces commentaires avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir avec toi, ma petite Lynn. C'est vraiment un grand plaisir. Et alors voilà, on a changé, on est de retour et donc un nouveau match à suivre avec encore une paire franco-française qui va essayer d'accéder au tableau des Prévia. C'est le dernier tour des pré-Prévia de ce Challenger à Casa Padel, Saint-Denis, Paris. Tout à fait. Donc Pierre-Étienne Morillon et Benjamin Julot qui ont bénéficié d'une wildcard et donc d'un bye. Ils n'ont pas joué ce matin. Donc un bye, pour ceux qui ne savent pas, c'est la même chose qu'au tennis. C'est lorsqu'on est exempté du premier tour. Et en pré-prévia, c'est tiré au sort, ceux qui bénéficient des bails. Il faut savoir. Donc, wildcard ou pas, ou même par rapport au classement, c'est tiré au sort. Alors, on a commencé par la paire française, un peu de chauvinisme. Oui, donc, à gauche, celui qui a le moins de cheveux, en train de smasher long de ligne, Pierre-Étienne Morillon, né en 83. Voilà. Il est lyonnais, tout comme son partenaire. Son partenaire de cette année était François Autier, coach à Esprit Padel. Un bonjour à Esprit Padel, à Sébastien Cornet. C'est ça, qui était son partenaire lors des championnats de France. Où ils ont fini 8e. Ils ont fini 8e, tout à fait. Il est numéro 23, Pierre-Étienne, au classement français de la FFT. Ça fait 5 ans qu'il a commencé le padel. Il a découvert le padel avec Johan Bergeron, qui est le triple champion de France en titre. C'est ça que l'on peut voir dans les tribunes, qui est venu encourager son ami Pierre-Étienne, en tant que bon Lyonnais et bonne Lyonnaise très proches. aussi. Jo et Pierre-Étienne sont très proches. Très proches. Pierre-Étienne était, pour la petite histoire, était le coach tennis de Jo, avant que Jo se mette complètement au padel. Jo qui habite désormais à Barcelone, qui est parti en Espagne. Maintenant, c'est la 3e année. Il a fait 2 ans à Madrid aux côtés de Bastien Blanquet. Il a décidé de changer de structure d'entraînement et il s'entraîne désormais avec Marcela Ferrari. Voilà pour la présentation de Pierre-Étienne, donc 50 padel derrière lui. Et puis Benjamin Julot qui normalement fait équipe avec Norman Sanchez. Ils ont participé à leur premier championnat de France tous les deux où ils ont fini à une belle 9e place. Benjamin qui est entraîné par François Autier, Esprit Padel. C'est ça, le club de Sébastien Cornet. Très beau club. Très beau club. Si vous avez l'occasion de passer aux alentours de Lyon, n'hésitez pas à vous arrêter. Saint-Priest. Benjamin, il a commencé le padel il y a 3 ans. Et il a vraiment très vite accroché à ce sport. Il était avant coach de tennis. Il s'est désormais reconverti dans un autre métier. Il fait une très belle équipe avec Norman. Donc Benjamin qui jouera à droite ce soir et Pierre-Étienne à gauche. Même s'ils sont capables, ces deux joueurs, de jouer des deux côtés. Comme vous voyez, ils viennent de changer avec une faute directe de Pierre-Étienne. Puis ils sont opposés ce soir à une équipe italienne. Oui, 100% italienne. Donc à droite, Daniele Cataneo, né en 89. À gauche, oui, non. Daniele, c'est le joueur de gauche. Avec la casquette à l'envers. Daniele qui est 251e au classement du World Padel Tour. Il a déjà fait 10 matchs sur le circuit pour 3 victoires. Il a commencé le padel lui il y a 5 ans. Il a à l'époque été un très bon joueur de tennis, il était dans les futurs. Il s'entraîne désormais tous les jours. Il passe ses hivers en Espagne et il a désormais fait le choix, comme tu me disais tout à l'heure, Mélissa, de partir s'exiler à Barcelone et de s'entraîner dans la team de Marcela Ferrari. Tout à fait. De Johan Bergeron. Tout à fait, la même team que Johan Bergeron, effectivement. On peut le voir assez souvent sur les réseaux sociaux, accompagné de Johan, qui fait partie de cette très belle team avec très bon entraîneur, donc qui est Marcela Ferrari, qui est également italienne et qui entraîne la sélection italienne, qui est le capitaine de la sélection italienne. Très bien joué. Bien défendu de la part de Cataneo.
Daniele qui a été champion d'Italie en 2017 et 2018, il a perdu cette année en finale. Effectivement. d'Italie. Il a perdu son statut de champion d'Italie cette année, assez surprenant, on va dire. C'est la preuve que le niveau monte vraiment en Italie, car ils étaient vraiment au-dessus, accompagnés de son partenaire Simone Cremona. C'était vraiment la team leader et voilà, ça montre que les Italiens montent en puissance et ont vraiment cette envie de progresser et de faire évoluer le padel en Italie. C'est pas une très bonne nouvelle pour les Français, ça. Hein, C'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les championnats d'Europe. Effectivement, avant, on pouvait dire qu'ils avaient seulement une paire, et là, on s'aperçoit que toutes leurs paires montent en puissance, et voilà. Il va y avoir pas mal de concurrence pour ce championnat d'Europe qui est, en plus de cela, organisé en Italie. Il va y avoir un peu ambiance Coupe Davis. Hein, léger, ça a déjà été le cas. Daniele a joué aussi l'année dernière, on parlait tout à l'heure, la National Padel Cup. Et il a également joué cette compétition l'année dernière et c'est vrai que l'ambiance était bouillante, on va dire. Donc entre les Italiens et les Français, voilà, on va dire qu'il y a des précédents. Et alors tu parlais de son partenaire à Daniele, mais il ne joue pas avec son partenaire habituel. Hein, ce challenger, c'est une première association entre ces deux joueurs. Il est accompagné à droite par Lorenzo Rossitani, italien également, donc né en 93, numéro 241e mondial. 13 matchs à son actif sur le World Padel Tour, 4 victoires. Il a toujours perdu en pré-prévia, Lorenzo, sauf une fois l'année dernière à Casa Padel, ici même au Challenger de 2018. Il a commencé, lui, le padel il y a 4 ans seulement. Et donc, comme Melissa vous expliquait, le padel monte énormément en Italie et de plus en plus, à l'image de la France également. Beaucoup plus de structures qui se montent, beaucoup plus de joueurs qui s'entraînent. Des Italiens qui font également le choix, comme le Français, de s'exiler en Espagne, de s'entraîner comme des pros. Un premier break déjà confirmé par les Italiens, ça va être très dur pour nos deux Français. Là, on sait qu'ils ne sont pas favoris sur le papier. Ils ne le sont pas, effectivement. Là, on peut voir que les Italiens sont très agressifs, ils frappent très fort. Et pour le moment, ils n'ont pas retiré grand-chose. Ils volleyent tous les deux très bien, anciens très bons joueurs de tennis. La clé va être de retrouver ce filet pour les deux Français. Voilà, encore un match très puissant. Oui, il ne va pas y avoir de détails là-dessus. Dès que le lob sera un petit peu court, un petit peu ou une volée ou une demi-volée un petit peu flottante, tout de suite il va y avoir sanction, une agressivité des Italiens qui vont vraiment tenter de prendre les Français de vitesse, surtout sur ces coups qui sont à Casa Padel assez rapides. Même si les balles ne sont pas hyper vives, ça reste des coups très rapides. C'est très rapide, il n'y a pas forcément énormément de hauteur pour lober, donc effectivement il ne faut pas trop se rater sur des lobes, surtout contre des grosses matchs. On voit peut-être un petit peu de tension de la part de Benjamin, c'est ça, il a fait une double faute. Alors ça au padel c'est très rare. Il faut savoir que double faute, celui qui fait la première double faute du match paye l'apéro. Ça c'est aussi une règle de base du padel. Oui tout à fait, du coup on n'a plus trop envie de faire ensuite. Plus trop envie de faire des doubles. Et c'est surtout un point tellement gratuit. Facile donné aux adversaires et on doit tellement combattre pour gagner un point au padel. C'est vrai que pour Benjamin, comme pour la plupart d'entre nous, une première et unique expérience peut-être, ou en tout cas une première expérience de jouer un challenger, un tournoi du World Padel Tour. Il y a peut-être un petit peu de tension, aussi un petit peu de pression, de bien faire. Ils ne jouent pas très souvent ensemble non plus, Pierre-Etienne et Benji. Et puis voilà, ils ont en face d'eux quand même. De plus, ce sont deux joueurs de gauche, les deux. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Après, je pense qu'ils jouent en totale détente et qu'ils se rendent compte de la chance un peu qu'ils ont. Et voilà, qui vont tout donner, qui ont la chance de pouvoir jouer sur centrale avec une foule en délire. Et puis voilà, un premier smash enfin de Benjamin qui s'est lâché là. Pierre-Etienne lui a dit allez vas-y. Je ne sais pas si vous avez entendu de chez vous, la communication est très importante au padel.
on se donne beaucoup d'infos, beaucoup d'indications pendant les points. Et là, Pierre-Etienne a dit à Benjamin, vas-y. Ça voulait dire, claque ton smash, vas-y. Et il s'est pas fait prier, Benjamin. Il est capable, hein, malgré sa morphologie assez frêle, je dirais, il claque très très bien les balles. Il est capable de les sortir. Et là, en joueur de droite, il a sorti une balle en parallèle, smash par 3. C'est vrai que je le trouve très puissant pour son gabarit et très technique. Je trouve souvent les bonnes zones pour pouvoir sortir les balles. Donc c'est vraiment un avantage. Et puis ils n'ont rien à perdre. Hein. Ils n'ont rien à perdre. Donc va falloir tenter des choses. Hein. Va falloir tenter des choses, que ça sorte ou que ça sorte pas. Voilà, et puis pas avoir trop de choix, de prendre beaucoup de risques pour pouvoir embêter les Italiens en face. Je pense que Pierre-Etienne va lui dire aussi, hein, vas-y. Bien sûr. Il va falloir de toute façon tenter, hein, c'est un peu notre seule chance. Il va falloir à des moments rater un petit peu peut-être, mais essayer d'y aller. Voilà, bien, il a mis un peu de pression, là, ça Ouais. peut arriver aussi. Lorsque le joueur va monter sur un des lobes, ça peut mettre un peu de pression au smatcher qui voit le volleyeur, qui voit le défenseur qui avance. Et ça peut faire rater. Ça va être d'abord de les faire jouer un petit peu en bas, ces Italiens, et puis derrière de les lober, de les faire avancer un peu vers le filet pour s'ouvrir un petit peu d'espace derrière. Et puis derrière d'envoyer. Très bien, très bien joué, très bien smatché. Alors on les sent plus agressifs là sur ce jeu-là. On les sent un peu moins passifs que lors du premier et de ce petit break. Peut-être l'occasion dans ce jeu. Et on a vu un Pierre-Etienne aller vraiment vers Benjamin. Là sûrement il a dû lui dire vas-y, hein, voilà, maintenant on y va. Tout à fait. Son expérience lui a porté ça. Et il s'encourage tout de suite. Très important. Voilà, ça permet de déplacer l'équipe en face. C'est parfaitement bien joué. Très bien joué. Hein. C'est très très beau. Alors vous voyez Benjamin là qui a smashé délibérément sur le joueur d'en face. Il faut savoir qu'au padel, c'est une zone hein, également, le joueur. On peut jouer le joueur, il n'y a jamais de mauvaises intentions de le faire, ça arrive très souvent. Et voilà, ça arrive très souvent qu'on soit touché par une balle. Il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y a jamais de mauvais esprit. C'est vraiment le jeu de le faire. Oui, il y a tellement de proximité entre les joueurs que ça paraît normal de temps en temps de se recevoir quelques balles. On finit tous avec de gros bleus à la fin d'un tournoi, mais c'est normal. Ah, c'est dommage. Ouais, tout de suite, Pierre-Etienne qui encourage Benjamin malgré cette faute directe parce que c'était vraiment bien joué. Hein. Il a tenté de reglisser ce revers slicé en chiquita, donc dans les pieds de Daniele qui est en train de réavancer. Voilà, il a pris le haut du filet. Là, ça va envoyer. Il n'y aura pas de détails. Ah oui. Un lob raté, ça pardonne pas. Hein. On l'a vu tout à l'heure, cette surface et avec de grosses matchers comme ça. Alors, on voit déjà beaucoup d'Italiens hein, sur Facebook. Se chauffe avant les Europes. Là. Oui. Les Français, il va falloir qu'ils réagissent un petit peu là. Il y a beaucoup d'encouragement hein, de la part des Italiens. Et également beaucoup de Français présents quand même. Oui, Pierre-Etienne, il va la toucher, celle-là, il va la défendre. Donc ça continue. Voilà, dès l'instant où la balle n'a pas rebondi deux fois. Bloqué. Voilà, et tout de suite, hein, il joue aussi là-dessus. Pierre-Etienne serre le point, met cette pression mentale. Et c'est un des breaks. À la deuxième occasion, hein, bravo à eux. Ah, Pierre-Etienne hein, qui discute avec les Français qui recollent à 2 jeux partout grâce à ce break. Beaucoup d'agressivité sur ce jeu. Maintenant, il va falloir arriver à tenir tout un match comme ça, sans trop de déchets. Tout à fait. Ça va être un gros combat. Et voilà, une petite hésitation hein, de la part des Français. Là, alors bien sûr, ils ne se connaissent pas beaucoup et on vous disait sur le live d'avant que c'est un sport collectif, le padel. Les automatismes d'équipe sont très très importants. Savoir qui prend les balles quand elles viennent du centre, quand elles sont jouées au centre. C'est ça. Et puis surtout bien annoncer aussi à son partenaire où sont les joueurs en face. Car sur les retours de vide comme ça, il faut savoir si les joueurs montent à la volée pour savoir où est-ce qu'on va jouer. Si on devra jouer dans les pieds ou juste à remettre au fond. Si son partenaire annonce mal, c'est vrai que ça peut être punition tout de suite car on doit deviner. On doit du coup deviner où sont les joueurs et ça peut être, ça peut être puni tout de suite derrière. Sylvain, tu nous dis que les Français sont là aussi. Oui, parfait. Restez bien là. Voilà. Ça ne sort pas, c'est dommage parce qu'il était énorme ce match de Benjamin. Vraiment pas de réussite.
c'est dommage. Mais voilà, on voit que les Français ont vraiment choisi la tactique de l'agressivité. Là, dès qu'ils auront l'occasion, dès qu'ils pourront, quitte à se faire comme ce point-là un peu contré. Mais c'est le jeu aussi, hein, pour eux, ça va être un peu leur Bien sûr. porte de secours. Ils sont beaucoup moins entraînés que les Italiens. Il va falloir pour créer la surprise, il va falloir pour déjouer les pronostics, il va falloir qu'ils y aillent un peu. Hein. Ils ne gagneront pas forcément le combat que padel. Il va falloir mettre la pression physique, mentale, jouer sur ces deux dimensions-là aussi. Et ils sont affûtés, nos Français. Hein. Ils sont en forme. Ils sont prêts pour un combat de 3 heures. Là. Cette zone au milieu est vraiment parfaite. Ouais, il aurait pu envoyer un peu cette volée là, hein, Benjamin, parce que là, voilà. Superbe contre-volée de revers. Très bien joué. Par 4, hein, même parce que c'est sorti sur la partie du terrain de côté qui mesure 4 mètres de haut. Tout à fait. Et du coup, ça se transforme en nouveau break pour les Italiens. Vous avez vu Benjamin Tison qui vient de passer au milieu du terrain, qui rejoint ses potes là-haut dans les gradins, Johan Bergeron, Bastien Blanquet, Alix Colombon. Ils sont tous là pour encourager les potes, pour être présents, pour leur montrer du soutien, tout comme vous chez vous. Dimitri, Céline, voilà, vous êtes tous là hein, avec nos petits Frenchies pour créer la surprise sur ce dernier tour des Pré-Prévia. Et donc les Italiens qui mènent 3-2 dans ce premier set. Alors vous avez l'habitude encore une fois maintenant, hein, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Avec Mélissa, on se fera un plaisir de vous répondre. Demain matin, on entrera en lice pour le tableau des Prévia, donc le tableau des qualifications. Jérémy Scatena, associé à Nicolas Sescoun. Scat est en forme, on l'a vu aujourd'hui venir s'entraîner. Ça va envoyer de la barrada, magnifiquement contrée par PE. Très beau réflexe. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Il est loin quand même, Benji, là. Hein, ça fait 2-3 fois qu'il se fait contrer. Après, comme on vous disait, il va falloir qu'ils soient agressifs, les Français, mais ça y est, les Italiens. En fait, le problème sur la technique de Benjamin, c'est qu'on voit très vite s'il va frapper le smash ou s'il va faire une bandera posée. Et donc, les Italiens peuvent anticiper à rester au fond ou à avancer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, la bandera, c'est un coup qui n'existe qu'au padel. C'est une sorte de smash volée haute, c'est smash d'attente, comme l'a dit tout à l'heure très justement Mélissa. Quand on est un petit peu loin du filet, qu'on ne peut pas claquer la balle, qu'on ne peut pas sortir la balle, eh bien, on vient faire ce smash d'attente pour essayer de laisser les adversaires au fond et essayer de regagner soi-même le filet. Voilà, comme celle-ci qui est parfaite. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Un peu paniqué sur celle-ci, pas évident. Ah, c'est long ça. Oh, qu'elle est belle, au millimètre. Oui. Voilà, on rappelle que quand la balle touche directement une paroi au padel, elle est faute. Ah oui. Et oui. Ils ont été patients les Italiens sur ce point. Et puis ils fatiguent aussi les Français, ils les déplacent. C'est la base du padel, mettre la balle dedans, déplacer l'équipe adverse. Ah, effectivement, ils ont quand même pas mal d'expérience ici. Déjà quelques lobes qui ratent les deux ou qui essaient de défendre comme ils peuvent et ça se transforme en pénalty pour les Italiens. Comme on le répète souvent au padel, quand on est en situation défavorable, on n'est pas très bien, il faut jouer en bas. Tout à fait. On dit souvent qu'il faut lober lorsqu'on est bien placé et pas lorsqu'on est un peu en difficulté. Donc break confirmé. Les Italiens qui mènent maintenant 4-2 et qui ont pris un petit rythme de croisière, en tout cas sur leur smash, sur les balles en haut. Peut-être les Français qui vont devoir trouver une nouvelle tactique pour essayer de jouer un petit peu plus en bas, pour essayer de moins les faire briller. Très bien, très agressif cette volée de PE.
Oui, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un peu plus de place au joueur de droite en bas, qui a une moins bonne volée que Daniele, le joueur de gauche. Oui, et puis avec la présentation qu'on vous a faite tout à l'heure de ces joueurs, Daniele, qui s'entraîne tous les jours, qui vit désormais en Espagne, qui est coaché par un coach de renommée internationale. Donc peut-être jouer un petit peu plus sur Lorenzo, le joueur de droite, qui s'entraîne un petit peu moins. Qui est un peu moins affûté, même s'il a une très bonne main. C'est peut-être construire un peu plus sur lui, qui produit un petit peu moins que Daniele. Maîtrise un petit peu moins la défense en termes de zone en tout cas. Et l'obligé, cet Italien, à rater. À essayer de mettre un petit peu au frigo. Elle est superbe cette barrada au centre. Donc la barrada qui a un retour de vitre, hein, qu'on vient jouer donc de haut en bas comme vient de le faire Daniele. Ah oui, il n'en a pas raté une pour le moment et il la place un peu où il veut. Hein. On sent qu'il est très à l'aise sur ses retours de vitre. Oh là là, énorme ce retour. Et Daniele qui touche beaucoup de balles. Hein. Ouais, énormément. Un peu trop, il touche hein. beaucoup trop de balles pour que les Français puissent espérer quelque chose dans ce match. Il prend 70% des balles, là, 70% du terrain. C'est également le rôle, hein, du joueur de gauche, bien sûr. Le joueur de gauche, c'est celui, quand c'est une équipe de deux droitiers, c'est lui qui prend énormément de place sur le terrain. Et là, il faut qu'ils arrivent à lui faire un petit frigo. Ça, c'est une phrase très padel, ça. Hein. Faire un frigo, ça veut dire qu'il y a un des deux joueurs qui ne touche plus de balles. Et jeu, double break pour les Italiens. On va voir au changement de côté si les Français... Alors, ouais, on voit les Français hein, donc, qui discutent là au changement de côté, qui vont essayer de trouver des solutions tactiques pour faire des choses différentes. Il y a beaucoup de stratégies, de tactiques qu'on peut mettre en place au padel pour orienter le jeu de telle ou telle façon. Après, bien sûr, il faut les moyens techniques, les moyens physiques de réaliser tout ça. Jouer plus de balles en bas, varier les vitesses, jouer un peu plus au centre, jouer un peu plus court, un peu plus long. Faire des lobes un peu plus offensifs, slicer. Quand on est à l'extérieur, on peut également venir tenter des grandes chandelles. Donc bien sûr, ici à Casa Padel, dans ce challenger, on est à l'intérieur, donc les chandelles, on oublie. Et le toit comme sanction, et si la balle touche le toit, le point est perdu. Peut-être mettre la pression physique en avançant très tôt. Je ne suis pas sûr que les Français soient vraiment à l'aise dans ce jeu-là. Mais voilà, il va falloir, en tout cas, on va voir si Pierre-Etienne et Benjamin arrivent à trouver des solutions pour embêter un petit peu plus cette équipe d'Italie. Eh oui. Ouais, elle est super. Eh oui, celle-là était un peu attendue. Hein. Comme on l'a dit, en retour de vite, Daniele est impitoyable. Pourtant, Pierre-Etienne était là attentif, hein, mais il a fait la barrada la plus dure, à décroiser, mais voilà, trop rapide, trop bien faite, trop parfaite. Il va l'avoir celle-là, Pierre-Etienne. Oh, il a raté là-bas. Dommage, parce qu'il était dessus. Alors Norman, tu nous demandes, Norman, tu dois sûrement être un peu déçu pour l'instant hein, pour ton pote et ton partenaire, hein, mais tu lui demandes avec quelle balle il joue. Alors les pré-prévia et les prévia se jouent avec les Head Pro. Et à partir du tableau final, chez les hommes comme chez les femmes, ça se jouera avec les Head Pro S, qui sont des balles un petit peu plus vives encore. 40-0, 3 balles de 7 pour les Italiens. En tout cas, pour l'instant, les Français qui essayent hein, différentes choses. Là, ils ont... Oh, bon. Malheureusement, il termine toujours par un lob un peu à la dernière minute ou comme dernière solution. Malheureusement, quand on fait un lob, lorsqu'on n'a aucune autre option, il est très souvent raté.
Après, ils ont essayé dans ce jeu de jouer un petit peu plus en bas. Par contre, ils ont toujours joué en bas, mais à la même vitesse, assez tendue. Et comme on vous disait tout à l'heure avec Mélissa, ce sont deux très bons tennismen. Et ça leur pose pas énormément de soucis à ce rythme-là. Peut-être de venir jouer en bas, mais peut-être un peu plus doucement. Facile à dire encore une fois. Facile à dire, mais en même temps, il va peut-être falloir qu'ils essayent parce que du coup, les Italiens sont en place, ils sont au milieu du terrain, ils attendent le lob tranquillement et de ce fait, ils sont un peu faciles sur les lobs, enfin sur les smatchs plutôt. Très bien placés et les Français n'ont aucune solution. Mais Pierre-Etienne a mis le bandeau. Mais que voilà. Et là, je pense qu'on a la tactique du deuxième set. On va assister à un nouveau match. Voilà, on a un nouvel homme, un nouveau joueur, une nouvelle équipe. Pierre-Etienne. Voilà, et voilà, bah voilà, ça gagnant. change tout. Service gagnant tout de suite. Il a sauté un tout petit peu trop tôt PE là, et donc il était un petit peu sur la redescente quand il a frappé cette balle. Du coup, le bras n'est pas bien passé. Un peu mieux. Celle-là, beaucoup mieux. Très risqué, mais beaucoup mieux. 30-15 pour les Français. Tout à fait. Voilà, un PE qui oriente le jeu d'abord. Voilà, il n'était pas forcément tout à l'heure cette première volée sur le joueur de droite. Le joueur de droite qui lobe beaucoup plus en défense, beaucoup plus à l'aise lorsqu'il est en défense. Ouais, il a fait un double contact. La balle est complètement scotchée dans la raquette. Il a touché une première fois avec la raquette qui partait en arrière et une deuxième fois lorsqu'il a voulu rabattre la balle. De ce fait, voilà, double contact, c'est pas autorisé au padel, comme au tennis d'ailleurs. Au tennis, c'est désormais autorisé. Ma chère Mélissa, oui. La règle a changé il y a quelques années. Et en effet, à l'époque, c'était pas autorisé. Ça l'est maintenant, parce que c'était très compliqué de prouver les choses en fait. Donc ça a donné lieu à beaucoup de litiges. Il y en a suffisamment au tennis. Comme au padel, hein. Compliqué au padel de temps en temps de définir si on a touché deux fois ou pas. Et il s'en sort pour l'instant. Le joueur de droite a été mis sous pression. Oh, c'est bien joué, ça, bravo. Très bien point serré, on vous l'a dit. Hein. Joué. Bandeau, nouveau joueur, nouvelle équipe. Comme tu dis, Céline, les choses sérieuses commencent. Relancé. Voilà. Et donc un premier jeu pour les Français. Il va falloir aller le chercher ce match. L'ouverture est... Il va falloir se battre, effectivement. Voilà. L'ouverture est petite, mais il y a toujours une possibilité. Et il y a toujours... Ils ont d'autres solutions, et ils ont les moyens techniques et tactiques de pouvoir embêter un peu plus les Italiens. Ils les ont breakés une fois au premier set, donc c'est la preuve qu'ils peuvent le refaire. Je suis quand même pas très fan de cette vitesse. Non, pas fan du tout. Surtout, bon, la vitesse encore, mais jouer à cette vitesse et enchaîner par un lob, c'est beaucoup trop simple pour les Italiens. Beaucoup trop simple. Les Italiens restent au milieu du court. Ils savent que les volées vont arriver rapidement et derrière, ils ont un smash facile. Et pareil, exactement pareil. Encore une fois, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire de se dire on va jouer en bas, mais c'est pas évident. On peut se sentir parfois un peu saisi à la gorge lorsqu'on joue tout le temps en bas. C'est un peu ce qu'il y a de plus difficile au padel et de plus physique aussi. Lorsqu'on fait ça à l'entraînement, ça chauffe tout de suite. Ah voilà, ça c'est une bonne vitesse. Ça voilà. C'est très bien, sauf que voilà, il relobe sur celui qui n'a pas joué la volée. De ce fait, l'autre est bien placé. Exactement, et on le dit souvent au padel, quand un joueur a commencé à être un peu en difficulté ou sollicité, il ne faut pas hésiter à continuer à jouer sur lui. Et là, les Italiens qui maintenant sont tranquilles sur leur jeu, là, et qui mènent 40-15. Voilà, ça c'est une bonne vitesse. Voilà, un peu flottant, mais c'est ça. Et après, on peut varier
en accélérant, mais alors surtout oui. pas ça. Voilà, on vous le dit, on vous le répète depuis le début avec Mélissa, ne pas lober quand vous êtes en situation défavorable, quand vous n'êtes pas vraiment tranquille, quand vous n'avez pas le choix, il faut jouer en bas. Ça paraît incroyable de dire ça parce que c'est vraiment le contraire d'un réflexe tennis qu'on nous a enseigné depuis tout petit pour les joueurs qui viennent du tennis. Mais au padel, on ne lobe que quand vraiment on a le choix de jouer en bas ou en haut. Et tactiquement, ce que je dis souvent à mes partenaires quand je joue, il vaut mieux faire une faute en étant juste tactiquement, parce qu'à un moment donné ça marchera, que continuer à avoir des réflexes qui ne sont pas justes. Très bien On ne sorti. progressera jamais. Ça fait donc un jeu partout sur cette partie. Service. Oui, Gelot. Voilà, on vous annonce le score. Voilà, on va vous donner le score très souvent à l'oral. Si le score ne s'affiche pas, on vous le donnera. Ah, ça c'est très très bien. Là c'est très bien joué. Vous voyez les Italiens qui anticipent maintenant les lobes et se retrouvent loin. Et là, Pierre-Etienne qui a fait une chiquita et qui finalement c'est même avérée gagnante. Ah oui. Et Pierre-Etienne qui a fait exactement la même chose. Qui a anticipé le lobe. Ah oui, là c'était un peu comme les lobes, c'était un match un peu désespéré. Benjamin qui reculait énormément pour frapper ce match et qui a essayé de l'accélérer le long de ligne. Assez surpris et pas assez de vitesse pour mettre en difficulté l'Italien. Oh, il a raté le par 4. Oh, ouf. Il a raté le par 4 PE, elle a pris le haut du grillage et du coup, le point est relancé. Un par 4, donc c'est un smash qui sort directement au-dessus des vitres du fond. Et donc bien sûr il est impossible. Oh, quel dommage. Ça se termine par une faute. Quel dommage. Et voilà, c'est aussi le jeu. Très bien défendu de la part de l'Italien, c'était très bien se matcher. Ah, oui, c'est écroulé là, sur cette frappe, complètement écroulé, il n'était pas du tout posé sur ses appuis. Et pour réussir une barada, la base technique, c'est que la balle doit repasser devant votre corps. Que vous ayez des appuis au sol, que vous soyez un terrien ou un aérien, c'est important d'avoir quand même les appuis au sol. Et puis ensuite, le bras doit passer dans la longueur. Mais ce qui est surtout dommage, c'est que Benjamin lui avait annoncé que l'un des deux Italiens était au fond. Et malgré tout, Pierre-Etienne a pris un peu trop de risques. Alors qu'au padel, lorsqu'on vous annonce qu'un de vos adversaires est au fond, il suffit juste de pousser la balle sur celui qui est au fond pour revenir au filet. Donc, comme on l'a dit, le plus important au padel, c'est de rester à la volée, pas de faire un coup gagnant tout de suite, et de préparer le point. Et ça fait donc 2-1 break pour les Italiens, qui break encore assez rapidement, comme au premier set. Et dans l'ensemble, les échanges sont un petit peu plus disputés, mine de rien. Les Français posent un petit peu plus de problèmes à jouer un petit peu plus en bas. Par contre, c'est trop rapide, toutes ces balles. Il faut le temps de voler de revers, c'est bon, c'est validé. Compliqué de faire un point gagnant sur une volée de revers haute. Voilà, ça c'est une bonne vitesse pour fixer un peu les gars. Et vraiment ce qu'il veut de cette parade. On l'attendait encore, j'ai envie de dire sans surprise. C'est limite, on voit dans son geste qu'il va faire un coup gagnant. Il est tellement à l'aise et tellement bien placé qu'on sait qu'il peut la jouer n'importe où. N'importe où et à n'importe quelle vitesse surtout. Et à n'importe quelle vitesse. Plus douce, un peu plus caressée que celle d'avant. C'est d'autant plus difficile si on sait que son adversaire peut jouer où il veut et à n'importe quelle vitesse. Malheureusement, on ne peut pas anticiper. Voilà ce qu'on demande depuis tout à l'heure, des chiquitas. C'est ça, et ils ont la maîtrise technique, Pierre-Etienne et Benjamin,
pour jouer ces balles dans les pieds quand même si c'est parfois compliqué de les contrôler. Ils peuvent le faire quand même très régulièrement dans les échanges et ils jouent trop vite. Et surtout, ils jouent trop sur le joueur de gauche, encore une fois. Hein. Quand ils ont le choix, voilà, là, voilà, plutôt jouer peut-être sur le joueur de droite. Ça y est, ils déplacent enfin un petit peu l'équipe adverse. Et oui, bravo, très bien préparé. D'abord une bandera tranquille, vitre latérale, vitre du fond poussée de la part de Pierre-Etienne. Défense contre la vitre des Italiens et derrière il a pu envoyer. Il est resté très gainé, très rigoureux sur ces deux frappes. Et la croquette en retour, point serré. Magnifique. Avec grand plaisir, Paul, tu nous encourages pour les commentaires. On se régale avec Mélissa de pouvoir vous proposer ça. Et merci pour tous ces live paddle, Paddle Magazine, nous dit Paul. Un grand merci, hein, bien sûr, à Paddle Magazine, à Franck Bénissi de vous proposer ces lives de très haute qualité. Oh non, c'est cadeau, c'est cadeau. Bien sûr, merci, hein, parce que Paddle Magazine est là avant tout grâce à Casa Paddle, qui organise et qui accueille ce bel événement qu'est ce Challenger. Et Anaïs qui nous rejoint. Coucou Anaïs. Ils se battent, ils se battent. Et puis PE a mis le bandeau là au deuxième set, on te dit donc oui. voilà, c'était un nouveau match. C'est dommage. C'est très dommage. 2 balles de break sauvées par les Italiens. Peut-être un peu trop de risque sur cette balle de break de la part de Pierre-Etienne. On ne les voit pas assez passer au milieu sur des balles un peu plus lentes, sachant que voilà, ils jouent quand même des Italiens qui n'ont pas l'habitude non plus de jouer ensemble. Alors j'ai l'impression qu'ils essayent de... J'ai l'impression, hein, tu vas me dire Mélissa ce que tu en penses, mais là tu ne fais pas, hein, mais bon. Ils essayent de bloquer un petit peu Daniele à gauche pour essayer qu'il reste à sa place pour s'ouvrir un petit peu. Mais c'est pas très, pour l'instant, très productif. Hein. Ah, malheureusement, il le bloque à gauche, mais derrière, il ne passe pas vraiment par le milieu. Donc, passe pas du tout. Après, si on le bloque à gauche et qu'on joue tout de suite sur le joueur de droite, ça n'a pas trop d'intérêt parce que ça laisse juste le temps au joueur de gauche de se replacer. Par contre, si on le bloque à gauche et qu'on passe tout de suite par le milieu, là, il peut y avoir mésentente et on peut déstructurer un peu à la place de l'équipe. Et ouais, et encore une fois, les Français qui ont raté les occasions de débreaker, qui sont maintenant menés 3-1 dans ce deuxième set. Alors JM, tu nous dis, j'ai découvert le paddle il n'y a pas longtemps, c'est super cool, des lives comme ça avec des analyses, c'est top. Et bien, tant mieux. Tant mieux si vous vous régalez, messieurs, dames. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, des remarques. Il n'y a pas de questions bêtes comme on dit souvent. On est là pour y répondre, on essaiera d'y répondre avec toutes les connaissances et les compétences qu'on peut avoir. Et profiter surtout d'avoir à mes côtés Mélissa Martin aujourd'hui. Ne le dis pas encore une fois, s'il te plaît. Mélissa qui prend des notes un petit peu sur son premier tour du tableau final avec sa partenaire espagnole. Mélissa qui va jouer mercredi après-midi, 16h, c'est ça? C'est ça, tout à fait, 16h. Un gros premier tour en perspective. Oui, léger. Disons que des fois, il y a des premiers tours qui ressemblent juste à des finales de championnat de France. Voilà, parce que Mélissa va jouer de nouveau contre Alix Colombon, contre qui elle a perdu hier en finale championnat de France. Mais Alix ne sera pas associée à Jessica Ginier, elle sera associée à sa partenaire espagnole avec qui elle joue le World Paddle Tour, Nicole Traviesa. Ça va changer dans ta diagonale au moins, Mélissa. Cette fois, Oui, tu n'auras pas de ça va Jess, tu auras changer, Nicole. effectivement. On varie un petit peu les plaisirs. Et alors, JM Carrel qui nous dit qu'il a découvert le paddle il n'y a pas longtemps. Guillaume derrière qui nous demande pourquoi les champions de France ne participent pas. Et alors les champions de France participent, hein, ils sont pour l'instant tranquillement assis dans les gradins, mais vu qu'ils sont champions de France, eh ben, il y avait une wildcard tableau pour les champions de France. Donc Johan Bergeron, Bastien Blanquet entreront en lice mercredi après-midi également. Donc ils seront bien présents, les champions de France. Et oui, ils ont cet honneur d'entrer au premier tour contre une très bonne équipe d'ailleurs.
contre une très bonne équipe qui a juste fait finale à l'Open de Milas. Qui a fait finale à l'Open de Miras il n'y a pas très longtemps face à Ale Galan et Pablo Lima. C'est-à-dire Javier Rico Dassi et... Ah non, contre un des deux, pardon, qui a fait finale. Javier Rico Dassi et qui sera associé à Sébastien Neone, ambassadeur Adidas. Gros premier bon tour joueur, proposé aux champions très gros de France, premier voilà. tour, très bon match, mais de ce qu'ils m'ont dit, ils sont très contents de jouer une bonne équipe comme ça. Ils ont hâte. Ils sont sur Centrale, ils seront chez eux en France. Voilà, face à une grosse équipe, ils auront la chance d'être dans le tableau final, ce qui n'est pas donné. Voilà, c'est tellement d'efforts toute l'année pour être dans des tableaux, finales comme ça du World Padel Tour. C'est tellement compliqué pour tous les joueurs. Il y a tellement de joueurs, le niveau est tellement incroyable. On le voit même là, le combat qu'il faut donner pour gagner un match. Et il y a tellement de matchs à gagner pour arriver dans le tableau final que c'est déjà une victoire pour eux d'y être, grâce effectivement à leur combat pour gagner ces championnats de France. Et voilà, ils sont conscients de cette chance et vont savourer ce petit match. Alors JM, tu as une question. Sur un retour, je sais qu'on peut se servir des vitres chez nous, mais peut-on se servir des grilles avant rebond si elles sont de notre côté du terrain? Alors la réponse est non, JM. On n'a à aucun moment, dans aucune circonstance, le droit de se servir des grilles pour renvoyer la balle en face. Ce sera toujours faute. Dès l'instant où tu touches la grille chez toi ou chez les adversaires avant qu'elle rebondisse, là, ce sera faute. Tu as le droit de renvoyer donc les balles, comme tu as dit, grâce aux parois vitrées. Tu peux taper une vitre chez toi et la renvoyer en face, pas de problème. Par contre, dès l'instant où une balle touche un grillage, elle est faute. Par contre, si la balle touche le grillage après rebond chez l'adversaire, le point continue. Dernière petite règle concernant le grillage. Au service, quand vous servez, si la balle après rebond touche le grillage, le service est faute. Fernando, bonjour Fernando. Elle est très bien jouée de la part de Benjamin Sam. Ils se battent, nos petits Français. Ils ont trouvé quelques solutions. C'est très bien joué, très bien collé. C'est vrai qu'au padel, il y a effectivement cette tactique et ce jeu à mettre en place, c'est de coller le filet lorsqu'on met son adversaire qui est en défense en difficulté pour avoir l'occasion de jouer très tôt la balle, donc soit d'accélérer ou de pouvoir jouer une balle très courte comme ça, vu que le joueur est très loin derrière. Et voilà un petit peu la différence avec nos Français aujourd'hui et ces Italiens. C'est ce retour faute de PE qui donne un point gratuit, qui laisse les Italiens espérer revenir. Ils savent que les Français à un moment ils vont pouvoir rater, peut-être donner un point ou deux. Et oui, c'est vrai qu'au padel on dit souvent impossible de breaker si on fait plus d'une faute de retour par jeu, par équipe. C'est très compliqué, et contrairement au tennis où voilà, le service est vraiment un avantage, donc rater des retours n'a pas forcément beaucoup de conséquences si on sait qu'au service ensuite on peut tout de suite reprendre l'avantage, mais malheureusement au padel c'est pas un énorme avantage le service, d'où le fait qu'il faut vraiment pas fauter au retour. Il a un petit manque, ouais, tout à fait, Mélissa, tu as raison. Il a un petit manque de rigueur de Benjamin qui était dû défendre un smash et qui, tout en reculant, a cherché à forcer. Même si son smash avait placé le filet, il aurait été contré derrière grâce aux vitres. Donc voilà le break confirmé des Italiens. Voilà, donc comme tu demandais, voilà, il a tapé sa vitre, l'Italien. Comme tu demandais tout à l'heure, un JM. Et donc les points continuent. Et là, Daniele qui tout de suite dit à son partenaire et pas besoin de tenter ce genre de choses. Reste tranquille, remets la balle dedans. Effectivement, ça a marché jusque-là, donc quand une tactique marche, faut pas la changer. Pas de raison. Il va prendre plus de risques. Ça peut aller très vite dans le padel, comme le tennis. Ouais. Un petit peu trop tendu cette balle de Benjamin. C'était bien joué dans l'esprit, mais la réalisation n'était pas parfaite. Et voilà, il y a sanction immédiate.
Alors JM, les joueurs sont la plupart du temps du même côté au service, car on a voilà, quasiment tout le temps, on a un joueur de droite et un joueur de gauche. On a des côtés un peu de prédilection, car c'était pas vraiment les mêmes, comment dire, c'est pas le même travail, on va dire. Et de ce fait, on peut être du même côté. Et là, on voit que Benjamin et Pierre-Etienne peuvent changer de côté. Parce que Benjamin et Pierre-Etienne sont tous les deux des joueurs de gauche. De ce fait, ils changent un peu de côté au service. Malgré tout, on doit choisir un côté au retour et le garder tout le long d'un set. Et la plupart du temps, les joueurs auront leur côté. Donc si les joueurs de gauche servent à gauche, ils iront à gauche. S'ils servent à droite, ils iront à gauche aussi. Donc Voilà. ils croiseront. Ils joueront voilà, au padel, hein, donc comme l'expliquait Mélissa, c'est ça, on se spécialise dans une diagonale, c'est une question de zone, de tactique, de rotation également après les vitres. Et on est joueur de droite ou gauche, donc on joue parfois à l'australienne quand on sert dans sa mauvaise diagonale. Et c'est quelque chose de très courant au padel, et certains joueurs, même à haut niveau, changent au service systématiquement, par exemple la paire Paquito-Lebrun qui sont dans le top mondial. C'est ça. Et comme Benjamin et Pierre-Etienne, voilà, pour relever la comparaison avec Lebrun et Paquito, ce sont deux joueurs de gauche à la base. Et de ce fait, ils ont décidé de changer de côté au service. Mais si tu observes bien, Voilà, donc égalité dans ce jeu, donc on va essayer de prendre l'exemple concret. J'espère qu'on a été clair, JM. Oui, apparemment on a été clair. Ok, normal. Très bien, donc Benjamin qui est dans sa diagonale en fait. merci Norman pour la précision. Et par contre, souvent vous changez de côté, enfin dans le point, il vous arrive très régulièrement de changer de côté avec Norman et sans gros soucis. Hein. Je vous ai vu régulièrement pendant le championnat de France inverser suivant l'évolution du point. Voilà, si tout est clair pour tout le monde, tant mieux. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Bon, les Français qui sont un petit peu dos au mur là, hein, ça devient compliqué, 6-2, 5-2. Il reste encore un espoir, tant qu'on n'a pas serré la main des adversaires, on est toujours vivant. Mais là, ça va être compliqué. Avec ce double break en poche, les Italiens, ils sont assez tranquilles, peuvent voir venir. Et oui, les Italiens qui vont servir. Pour accéder au tableau final. Oh, la croquetasse, le point serré de Benji. Voilà, petite balle au centre là, de PE. 0,30. Ok, JM, tu te demandais donc s'il y avait... C'était fréquent donc de changer de côté, tu pensais que... C'est très beau. Tu pensais qu'il n'y avait pas de côté de prédilection, si Très, on n'a très pas belle tout à fait le même rôle. Benji qui te demande Et au voilà, public qui de réclame le s'enflammer. public. Bravo Benjamin. Et Padel Monkey, salut Padel Monkey, a-t-il encore un match après? Non, c'est la dernière rotation pour aujourd'hui. Les Français qui ont 3 balles de débreak. Grâce à de très beaux points gagnants.
Allez, il faut en convertir au moins une de ces balles. Ouais, Ah oui, bravo. ouais, ouais, ouais. Feinte de smash claqué. Les deux Français avaient avancé très vite. L'Italien l'avait vu. Alors, une question de Paul. Quel est l'ordre de grandeur des plus au panel? Exemple au tennis, le Challenger, les ATP 250, 500, Masters 1000, etc. Grand Chelem. Et au padel, Mélissa va se faire un plaisir de vous expliquer tout Mais ça. oui. Écoute, Paul, on a des catégories différentes en France et sur World Padel Tour. En France, donc nous, on dépend de la FFT qui a plusieurs catégories et qui ressemble un peu au tennis. Donc on a des P100, au-dessus P250, P500, P1000 et P2000. Voilà, P2000, on peut dire que c'est comme l'équivalent de Masters au tennis. Donc ça, c'est juste ce qui concerne la France. Et ensuite, le World Padel Tour, lui, donc, a aussi plusieurs catégories. Donc on a les Challengers, comme au tennis. Juste au-dessus, on a les Open et ensuite les Masters, qui finit également par un Masters final qui a lieu cette année à Barcelone, exactement comme au tennis. Donc on a à peu près le même nombre de catégories qu'au tennis. C'est à peu près le même fonctionnement, sachant qu'il y a aussi un autre circuit qui est la FIP, qui dépend de la Fédération internationale de padel et qui a également trois catégories. Voilà, Les noms sont un peu plus compliqués, donc je vais pas les sortir. Malheureusement pour nos Français, on vit la première balle de match là, donc on va la vivre en live. Ils ont raté 3 balles de break, nos petits Frenchies. Et là, et là, et là, et là, et là, voilà. C'est fini. Malheureusement, ils ont tout donné. Ils ont essayé de défendre leur chance au maximum. Et voilà, il y avait quand même un écart de niveau, clairement. Même si les Italiens ont dû un petit peu s'employer. Le score 6-2, 6-2. Allez, une dernière question avant de vous retrouver demain. JM, avec grand plaisir, Paul. Merci beaucoup pour l'éclairage. JM, tu nous demandes si des joueurs vivent du padel en France. Non. Très très peu et quasiment pas. Et on ne vit pas aujourd'hui du padel en France et même les joueurs qui sont expatriés en Espagne pour l'instant sont loin du top niveau mondial et c'est très compliqué pour l'instant. Le padel est une vraie passion, demande de vrais sacrifices. Voilà, tous les joueurs expatriés en Espagne sont à un moment donné souvent obligés de travailler ou alors ont des mécènes ou des sponsors qui leur permettent de boucler leur budget annuel qui est à peu près de 40 000 €. C'est ça, Mélissa, tu me confirmes l'ordre de grandeur? Je te confirme que c'est à peu près ça et que les joueurs, spécialement les joueurs français, ne vivent que des sponsors. Il est impossible de vivre avec ce niveau-là par rapport au prize money, sachant qu'on ne gagne rien. En tout cas, chez les femmes, on ne gagne rien jusqu'au tableau final, et chez les hommes, quasiment rien jusqu'en Prévia. Et nous avons pour l'instant que des joueurs français qui font la plupart du temps pré-Prévia. De ce fait, les prize money ne permettent pas du tout de gagner sa vie. Donc les joueurs cherchent des sponsors en permanence, des sponsors privés, les marques qui rémunèrent avec des bonus également, ou peut-être de temps en temps des défraiements aussi. Mais comme a dit Lynn, c'est vraiment une passion et des sacrifices pour un sport qu'on adore, et parce qu'on adore être sur le terrain. Et c'est disons, la principale motivation. C'est sûr que c'est loin d'être l'argent, la première. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ceux qui vivent du padel, on peut parler du top 10 mondial. Hein. En tout cas chez les femmes et chez les hommes, peut-être du top 20, chez les top femmes, 30, peut-être un petit peu plus quand même. On peut dire 15 top 20. mondial. Les top 20 On peut mondial dire et top 20 et top chez quoi les hommes, top 40-50. Voilà. Dans le top 40-50, ils peuvent quasiment tous faire ça et vivent que de ça. Ils vivent de ça, mais ils ne mettent pas d'argent de côté, hein, entendons-nous bien. Juste Voilà, après, vivent, pour en mettre, c'est ceux qui sont dans le top 10 chez les hommes, peut-être top 20 mondial, qui gagnent très bien leur vie, top 10 encore plus. Et les meilleurs vivent quand même très bien de ce sport en Espagne, on peut dire ce qui est. Ils ont quand même une belle vie, mais ce sont très peu d'élus, très très peu d'élus. Voilà, c'était donc le premier jour de ce Challenger à Casa Padel. On se retrouvera donc dès demain pour le tableau des qualifications. C'était le dernier tour des pré-qualifications, les pré-prévia. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Merci encore une fois à tout le staff, à toute l'organisation de Casa Padel.
d'accueillir ce très bel événement, ce Challenger toute la semaine. Merci bien sûr à Padel Magazine de vous proposer toutes ces retransmissions, tous ces lives. On vous retrouve avec grand plaisir dès 10h30 demain matin pour le tableau des qualifications et la suite de ce Challenger. Merci Mélissa, bonne soirée. Merci à toi Aline, bonne soirée à tous.